Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue de Bruxelles, pas de Lisbonne comme initialement prévu, mais les royaumes du soleil d'aujourd'hui, c'est-à-dire le premier depuis longtemps à Bruxelles, en tout cas, nous aide au moins à garder l'illusion. Bienvenue donc à ce deuxième atelier organisé par la délégation belge. La délégation belge est assez diverse et se compose de nombreuses organisations et mouvements dont toutes les activités et engagements quotidiens sont fermement ancrés dans les expériences vécues par les migrants et les réfugiés, tant sur le plan opérationnel que politique. Pour rappel très bref, et ceci comme un petit mot d'introduction, tout d'abord, quelques constats. Constat numéro 1, le cadre juridique de l'Union européenne pour la migration légale a été développé progressivement. Une série de lois strictes qui font toujours partie de la boîte à outils de l'Union européenne sur la migration de travail ont été adoptées avant le traité de Lisbonne. Mais leurs adaptations et l'unanimité a eu un impact plutôt limité. Même après que le traité de Lisbonne a introduit le vote à la majorité qualifiée sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, les États membres ont conservé la compétence exclusive pour déterminer le volume des admissions sur le marché du travail, ainsi que pour la gestion de leur politique du marché du travail. En conséquence, et en raison de ces obstacles juridiques et politiques, la seule façon d'avancer a été d'adopter un nombre limité d'instruments juridiques traitant de quelques catégories, disons, sélectionnées de migrants. Cela explique également la fragmentation plus générale et l'approche sectorielle qui caractérise la politique de migration aujourd'hui de travail de l'Union européenne. Dans ce contexte du soi-disant catalogage des migrants de travail, différents ensembles de droits et d'avantages ont été accordés à différentes catégories de migrants en fonction de leur valeur perçue pour les marchés du travail de l'Union européenne. Les politiques sur les migrants pratiquement qualifiés, telles que la politique des travailleurs temporaires ou saisonniers, ont quand même tendance à offrir très peu de protection en ce qui concerne, par exemple, le droit au regroupement familial, à l'emploi, ainsi que dans le contexte des droits de sécurité sociale ou des droits liés à la politique et à l'intégration, l'inclusion, par rapport au régime destiné aux travailleurs hautement qualifiés. Cependant, on constate que l'Union européenne et ses États membres pourraient être considérés comme bénéficiant de la présence de migrants aux compétences différentes. De même, on peut constater que les pays d'origine bénéficient énormément de la migration de travail grâce par exemple, des envois de fonds, le remittances, mais aussi grâce aux connaissances et compétences nouvellement acquises des migrants de retour. On est mars 2021 et on constate que le brouillon, c'est-à-dire le projet du nouveau pacte sur la migration et l'asile, qui a été récemment publié, appelle les États membres de l'Union européenne à accroître les canaux légaux de migration de travail, y compris pour les travailleurs peu qualifiés par le biais de partenariats de talent, Global Partnerships. En effet, l'environnement politique façonné par la crise qu'on connaît aujourd'hui tous et tous, la crise du Covid-19, a conduit quand même à une sorte de plus grande reconnaissance du rôle des migrants dans les services essentiels en Europe. Cela pourrait potentiellement contribuer à ouvrir les marchés du travail de l'Union européenne aux travailleurs non européens ou peu qualifiés. Mais évidemment, cela reste à voir. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons rester prudents. Pourquoi? Parce que ouvrir des voies légales aux migrants par le biais d'accords bilatéraux n'est guère nouveau. Et c'est avéré dans le passé déjà une politique de la carotte, inefficace en raison de définitions généralement très restrictives et sélectives. Il reste donc à voir si et comment ce partenariat pourrait représenter un nouveau départ. Cela nous amène
aujourd'hui à la raison pour laquelle nous avons choisi d'organiser notre deuxième atelier autour du thème de la migration de travail et des droits de migrants. Nous avons invité des intervenants de nombreux pays d'Europe à partager leurs réflexions sur ces défis. Un défi comme, par exemple, comment créer des canaux de migration légaux et sûrs aux travailleurs migrants. Défis comme, par exemple, la question de quel type de migration légale pouvons-nous développer en termes d'opportunités professionnelles. Défis comme, par exemple, la question pourquoi les excellents exemples d'intégration des travailleurs ne deviennent-ils pas le modèle dominant. Nos invités aujourd'hui d'Italie, de Suisse et de Belgique réfléchiront à ces questions. Mais nous avons également jugé nécessaire d'ajouter encore une couche additionnelle à cette discussion, car nous sommes obligés de se poser également la question de savoir si l'Union européenne et ses États membres associent suffisamment les pays tiers à l'élaboration de leur politique d'immigration de travail. Poser la question, évidemment, c'est déjà un peu y répondre. C'est pourquoi nous sommes également heureux de pouvoir vous présenter ce soir les contributions du Maroc et de la Tunisie. Sur ce, je vous introduis le premier intervenant. Il y a Fortuna Kabebeya, qui est le porte-parole basé en Belgique du Comité des travailleurs sans-papiers, travailleurs migrants, la Ligue des travailleurs domestiques du syndicat CSC de Bruxelles. Fortuna sera accompagnée par Thierry Horner. Thierry est le secrétaire syndical au CET. Trabajarán en dúo. Le travailleur en Suisse. An interprofessional union of workers. Et est composé d'environ 10 000 membres essentiellement occupés dans le secteur de l'économie domestique, l'hôtellerie, restauration, le nettoyage et la construction. Le site est historiquement engagé pour la défense des travailleuses et travailleurs migrants. À titre personnel, Thierry est aussi responsable du secteur de la construction et des questions migratoires, notamment des travailleuses et travailleurs sans statut légal. Thierry et Fortuna, je vous passe la parole. Thierry, je pense que c'est moi qui commence alors. C'est bon. Donc, merci. Je viens d'être présenté. Je m'appelle Fortuna et je répète encore, je m'appelle Fortuna. Je suis porte-parole du comité des travailleurs avec et sans papier de la CSC. Voilà une courte présentation. Et voilà, mon ordinateur me pose encore un petit problème, un petit souci. Je le répare maintenant là, s'il vous plaît. Oui, voilà. Je représente le comité des travailleurs sans papier de la CSC. Et dans le comité des travailleurs sans papier de la CSC, il y a la Ligue de femmes travailleurs domestiques qui fait partie intégrante du comité des travailleurs sans papier. Et ce comité, cette Ligue des travailleurs domestiques pour faire émerger, a été créé pour faire émerger la question des femmes sans papier. Nous sommes actifs depuis 2009 sur la scène bruxelloise. Nous sommes les militants sans papier, syndiqués dans l'une des régions les plus cosmopolites. Plus de 180 nationalités y sont représentées. À Bruxelles se trouve les contingents majoritaires des personnes migrantes et sans papier. L'Observatoire des santé en Belgique parlait il y a quelque temps de 20e commune qui équivaut à plus de 100 000 personnes. C'est-à-dire que 100 000 personnes composent une commune. Donc, en général, dans la Belgique, nous avons 150
150 000 à l'échelon national de sans-papiers. Et pour cause, on n'est pas sans-papiers, on les devient. Il y a une exception. Quand on a un enfant des parents sans-papiers, on est sans-papiers. Et qui sont les sans-papiers? Les sans-papiers sont des personnes dépourvues de titres de séjour. Ce sont des personnes qui habitent les territoires belges, mais dépourvues de titres de séjour. C'est-à-dire toutes personnes déboutées du regroupement familial, des statuts de malades, des réfugiés reconnus, des permis de travail. Et ces gens-là deviennent sans papier. Pourtant, si le travail de 100 000 personnes sans papier était régularisé, ce serait 65 millions d'euros nets par mois dans les caisses de la sécurité sociale. Notre calcul syndical le prouve également. De plus, dans notre région, il y a plus de 80 000 fonctions en pénurie. 140 000 pour toute la Belgique. Mais la crise de gestion sanitaire a mis en lumière, des matières essentielles dans notre société. Essentielles aussi à la production des richesses grâce aux travailleuses, travailleurs des soins, aux personnes des travail domestique, des soins aux personnes à domicile, dans les maisons de repos et de soins, et dans les secteurs hospitaliers. Bruxelles, la Belgique est en état d'urgence de cœur. L'Allemagne avait d'ailleurs déclaré les pays en état d'urgence de cœur il y a 3 ans. Et les organisations ont lutté pour la reconnaissance des fonctions essentielles depuis 2002 pour arriver à un modèle de régularisation comme va nous expliquer Thierry pour les syndicats suisses responsables de la régularisation Papyrus en 2017, avec un retour positif consacré dans les chiffres. C'est pourquoi, lors de nos rencontres politiques, nous avançons systématiquement la régularisation Papyrus comme modèle à suivre. Actuellement, les plans économiques des différents gouvernements veulent donner une priorité à la lutte contre les dumpings sociaux. Pour nous, cela veut dire que à partir du moment où un travailleur porte plainte ou un contrôle découvre un travailleur sans papier, le travail informel ou en noir doit pouvoir être régularisé au travers du permis unique, comme en France et en Suisse, par exemple. Or, les plans de relance économique 2020-2030 ne répondent même pas à l'avis du Conseil économique et social de la région du 16 juin 2016, dont notre comité est à l'initiative et qui demande de soutenir la transposition complète de la directive sanctions et l'assouplissement du permis unique belge pour garantir les droits des victimes de porter plainte en donnant un titre de séjour durant toute la durée de la procédure. Évidemment, il faudra tirer en même temps la leçon de l'échec du permis B qui a mis les travailleurs migrants en situation de dépendance totale vis-à-vis des patrons abuseurs, sans parler des problèmes administratifs. 4 ans après, certains dossiers n'avaient toujours pas de réponse. En fonction de cette réalité et de la somme des situations emblématiques que nous menons 4 campagnes prioritaires interconnectées. Première campagne pour la lutte contre la surexploitation et finalement contre les dumpings sociaux, nous demandons la sanction
effective des patrons abuseurs. Cette sanction ne peut être garantie que par notre protection effective. Théoriquement, la directive sanction doit permettre à des travailleurs comme nous de porter plainte contre les patrons qui exploitent les travailleurs sans papier au péril de leur vie, d'où les noms de notre campagne « Faut-il mourir pour avoir les papiers ?» Combien de travailleurs sans papier n'ont pas eu accident de travail, laissés là-bas du côté d'une route? Les travailleurs domestiques harcelés facilement, confinés au travail auprès des particuliers. Convériables à merci, nous éprouvons des grandes difficultés à suivre notre plainte auprès des tribunaux du travail ou en termes de traite des êtres humains. Seulement 12 places en Bruxelles chez Pagaza pour traiter nos cas. Pense-t-on qu'il n'y a que 12 personnes maltraitées en région bruxelloise? Nos plaintes se perdent des sanctions moins importantes et prioritaires. Moins importantes ou prioritaires, et la plupart du temps, nous ne pouvons pas porter plainte par peur des représailles, détention, retour forcé. Pour nous garantir la protection, les gouvernements disposent des outils nécessaires. L'article 13, alinéa 4 de la directive sanction demande l'assouplissement des permis uniques durant toute la procédure, mais la Belgique et les différents niveaux de pouvoir sont en infraction car les directives n'ont pas été entièrement disposées et nous avons réussi à les mettre à jour. Deuxième campagne, c'est à l'aube de la journée internationale contre la discrimination raciale. Nous rappelons que les droits humains ne sont pas à géométrie variable. Nous sommes toutes et tous des travailleurs et travailleuses. Nous avons des compétences, des qualités, des talents. Notre travail doit être reconnu. Et nous avons aussi les droits à la formation et rêver des lendemains meilleurs. D'où notre deuxième campagne Acturis pour l'accès à la formation. Il y a des organisations d'accompagnement des demandeurs d'emploi en Belgique. Pour Bruxelles, Acturis règle via l'Observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation la liste des fonctions critiques en plus d'une analyse des marchés d'emploi. Le comité de gestion d'Acturis a décidé en janvier 2019 de permettre aux personnes sans titre de séjour de poursuivre, de pouvoir accéder à la formation professionnelle dans le métier en pénurie sur le marché du travail bruxellois, ce qui pourrait permettre l'assainissement du marché du travail, d'une part, et redistribution des richesses produites par les travailleuses et travailleurs sans papier, d'autre part, et donc de résorber la dette publique. Par ailleurs, la crise sanitaire a permis de relever l'importance d'équivalence des diplômes reconnus à l'étranger, mais aussi la validation de l'acquis et de l'expérience. La liste des métiers en fonction de besoins. Il faut donc revoir les listes des métiers en fonction de besoins mis en lumière par la crise sanitaire, confère à appel des réseaux de santé Iris Cœur. Troisième campagne, c'est www.ecom.be
permis de travail maintenant, parce que contre contre le virus, la régularisation, c'est maintenant. La directive européenne permis unique demande aux États membres d'établir une procédure unique, travail et séjour, pour les ressortissants des pays tiers. Pour répondre l'avis du Conseil économique et social de la région bruxelloise, dont nous sommes l'initiateur, dont nous sommes à l'initiative. L'autorisation de travail délivrée par la région doit ouvrir directement droit au séjour. C'est la même revendication qu'en Suisse. En effet, les failles de la législation entraînent le mécanisme de dépendance des travailleurs précarisés, favorisant les dumpings sociaux. Les travailleuses des soins, les personnels d'appui dans les hôpitaux sont essentiels. Les travailleuses domestiques gardent vos parents, vos enfants, vos malades. Nous vous soutenons aussi, mais vous ne le savez peut-être pas. Dans les écoles, les maisons de repos et même les hôpitaux, un médecin ne pourra sauver la vie sans infirmière. Une infirmière ne pourrait vous soigner sans les techniciens de surface, brancardiers, assistantes de logistique, ainsi de suite. C'est-à-dire, les travail forment un corps. Et ce corps, cette interdépendance fait qu'il y ait la réussite du travail. Donc, tout le monde est essentiel. Il faut donc revoir et étendre la liste des fonctions en pénurie aux besoins essentiels au moins. À Bruxelles, les travailleuses et travailleuses sans papier sont aussi en première ligne. Nous dénonçons une situation critique. C'est pourquoi, depuis le 18 décembre 2020, nous menons une enquête ouvrière liée à une campagne d'interpellation en ligne sous les hashtags permis de travail maintenant, adressée au ministre des Régions aussi, ainsi qu'au ministre, adressé ainsi qu'au ministre région de l'Emploi via les sites http://www.permisdetravailmaintenant.net. Avec d'autres collectifs, nous avions dénoncé l'inaction du gouvernement bruxellois face à la situation des personnes sans papier. La pandémie a exacerbé la situation déjà trop précaire dans lesquelles vivent le millier de personnes sans papier en Belgique. Parmi elles, de nombreuses travailleuses, travailleurs sans papier, des travailleurs dans le secteur des soins et de l'aide aux personnes, des nettoyages qui ont continué à travailler pendant la crise sans droit ni protection. La crise du Covid doit obliger les décideurs politiques à ouvrir les yeux. Les gouvernements régionaux et fédéraux ne doivent plus nous ignorer. Dans ces conditions, la régularisation des sans-papiers reste la revendication principale, prérogative du gouvernement fédéral, mais la région ne sont pas impuissantes. Les gouvernements bruxellois disposent des marges de manœuvre pour améliorer concrètement la situation des personnes sans papier. C'est pourquoi nous demandons d'avancer sur ces 3 sujets en lien avec nos 3 campagnes. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Fortuna.
Je crois que... Oh, est-ce qu'on a perdu à Thierry? Non, ah voilà. Juste. Thierry, désolé. À vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le constat qu'on peut tous faire et toutes faire, c'est que les politiques européennes, elles se calquent en fait sur les politiques migratoires de la Suisse, qui se calquent sur une politique migratoire basée sur une immigration choisie avec des contingents pour des emplois extrêmement qualifiés. Et ces politiques migratoires, en fait, est une véritable machine à fabriquer des sans-papiers. Donc, l'opération Papyrus qu'on a menée ces dernières années est exemplaire, mais il ne faut pas se leurrer, en Suisse, c'est l'arbre qui cache la forêt. Par contre, c'est une victoire historique qui montre qu'avec la solidarité, de l'engagement et du courage politique, on peut trouver des solutions. Donc, mon syndicat, qui est engagé dans la défense des migrants, des travailleurs et des travailleuses migrants depuis des décennies, a constaté en 2000, début des années 2000, que des emplois généralement occupés par des travailleurs européens, notamment dans l'économie domestique, le nettoyage, la restauration, la construction, et bien tout d'un coup, ces emplois peu qualifiés étaient occupés par des employés extra-européens provenant d'Amérique du Sud essentiellement, mais aussi des Philippines. Donc, on a constaté ce phénomène, évidemment, puisque en tant que syndicat interprofessionnel, nous avions ces travailleurs et travailleuses qui étaient membres de notre syndicat. En Suisse, il y a plusieurs dispositions légales, notamment en termes d'assurance sociale, en termes de convention collective de travail, en termes de loi sur le travail, en termes d'accès à la scolarité. Toutes ces lois sont accessibles et doivent être respectées par rapport aux travailleurs sans statut légal. Ça, c'est parfait. C'était le bon de merveilleux. Par contre, dans les faits, n'existait pas et n'existe toujours pas une loi claire permettant la régularisation des personnes sans statut légal lorsque notamment elles séjournent en Suisse depuis longtemps et qu'elles sont intégrées. Il y a des directives qui permettent, une loi qui permet la régularisation pour des cas de rigueur qui englobent la question des personnes sans statut légal, mais les critères étaient tellement restrictifs, tellement à charge, qu'il n'y avait pas de régularisation possible. Donc en Suisse, je vous donne un exemple, sur 15 ans, de 2001 à 2016, 4000 personnes uniquement ont été régularisées, alors que sur le seul canton de Genève, plus de 2000 l'ont été. Le canton de Vaud, 1000 personnes. Donc, en 15 ans, que 1000 personnes ont été régularisées dans toute la Suisse. Un canton comme Zurich, qui a un bassin de population de plus d'1 million d'habitants, ils ont donné 3 permis de séjour pour des personnes sans statut légal. Donc, on s'est rendu compte de cette hypocrisie totale, doublée avec le fait qu'en cas de contrôle par les autorités de police, les personnes étaient manu militari, expulsées, sans qu'on puisse faire respecter leurs droits aux assurances sociales, leur droit à un salaire décent, conforme aux dispositions conventionnelles, et sans aucun droit, parfois avec leurs enfants. Fort de ce constat, on a décidé d'ouvrir des permanences en 2002, donc ça fait près de 20 ans de cela, avec un vote des travailleuses et des travailleurs membres de nos comités, avec statut, qui se sont montrés solidaires et qui ont décidé de donner aux syndicats et à leurs secrétaires permanents des moyens financiers pour développer un travail, pour être au plus proche des travailleuses et des travailleurs sans statut légal. Partant de là, on a ouvert des permanences, on a reçu les personnes sans statut légal en leur demandant de constituer un dossier pour savoir déjà qui elles étaient, dans quel secteur elles se trouvaient, depuis combien de temps elles vivaient à Genève, si elles avaient une famille, connaître leurs employeurs, connaître leur salaire pour avoir une vision de leur situation. Parce que par définition, évidemment, quand on est sans papier, on est des travailleuses et des travailleurs de l'ombre, on est peu connus du grand public et puis notre existence est en fait niée. Parallèlement à cela, l'objectif principal, c'était de donner confiance aux personnes concernées, à ces personnes très précarisées, en évitant justement ces expulsions manu militari. La première intention, c'était d'éviter les expulsions pour permettre la défense des droits. Donc, on a mis sur pied une procuration qui, à chaque assemblée qu'on organisait dans les premières années des permanences, on remettait ces procurations aux personnes concernées, on leur expliquait la démarche, et puis on a lutté pendant 1 année, 2 ans, pied à pied, tous les jours, lorsque les personnes nous appelaient à la suite d'une arrestation, pour se bagarrer avec la police, pas physiquement, mais
psychiquement, politiquement, pour que ces personnes soient libérées. Au fil du temps, les gens ont été libérés. On a pu mettre en avant dans les communautés qu'il fallait s'organiser, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent des Philippines, du Brésil, il fallait être unis, qu'on ne soit pas divisés. Et puis, on a organisé une première assemblée générale, et ce qui a été le déclencheur finalement de l'opération Papyrus, une première assemblée générale en 2003, où on a pu réunir près de 800 personnes sans papier provenant de tout horizon, de tout âge, de toute nationalité, de tout genre. Donc là, c'était un premier signe très fort. Ces personnes, à la lumière, sont sorties, se sont réunies, se sont organisées syndicalement et se sont prononcées pour une demande de régularisation collective. Et alors, ce qui était extraordinaire à cette époque, c'est que sur les 800 personnes à peu près présentes, eh bien, 3 abstentions, l'écrasante majorité pour déposer les dossiers au Conseil d'État genevois. Donc, on parle bien local, hein, puisque en Suisse, c'est le fédéraliste, il y a des cantons, c'est toujours le Berne qui décide sur l'attribution de permis. Alors, nous avons déposé une demande de régularisation au Conseil d'État avec les noms, les prénoms des personnes, bien évidemment pas avec leurs adresses. Et puis, c'est à ce moment-là que le mouvement a débuté. Face à l'ampleur du phénomène qui s'est doublé de conférences de presse, de mobilisation, de dénonciation publique des employeurs fraudeurs qui exploitaient ce personnel, et bien le Conseil d'État, en 2004, a décidé de reconnaître qu'il y avait un problème s'agissant des personnes sans statut légal, qu'effectivement, ils apportaient leur concours précieux à l'économie du canton, hein, puisque dans les premiers examens, les premières demandes déposées, déjà, il y avait 75% environ de personnes qui travaillaient dans le secteur de l'économie domestique, hein, donc ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure. Des femmes, pour l'écrasante majorité, 95% étaient des femmes de ces 70%. Pour le reste, quelques personnes dans le nettoyage, la restauration et puis dans la construction pour tous les emplois de la sous-traitance où il y a énormément d'abus, notamment dans la construction. En 2004, le Conseil d'État s'est saisi de cette affaire, a nommé des groupes d'experts, a commencé à travailler sur des questions économiques et a conclu qu'effectivement, à Genève, il y avait à peu près 6 000 emplois dans l'économie domestique. Ces personnes palliaient aux déficiences de l'État en termes de garde d'enfants, garde malade, etc., etc. Les 2 rapports de ces groupes d'experts en 2004 avaient déjà conclu à l'époque qu'il y avait une nécessité de régulariser pour sortir de la précarité, mettaient aussi en lumière le manque à gagner, évidemment, pour les caisses sociales. Juste en aparté, en 2012, la Suisse rendait un rapport sur le fait que le travail au noir détournait environ 37 milliards de francs dans les caisses de l'État. Donc, on voit, hein, d'un côté, il y a des problèmes au niveau des retraites, mais de l'autre côté, on ne veut pas régulariser les personnes sans statut légal et puis de faire respecter les droits au niveau des assurances. Donc, je me dépêche parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, en 2004, c'était plutôt favorable puisque le Conseil d'État voulait intercéder auprès du Conseil fédéral pour délivrer 5 000 permis dans l'économie domestique. Malheureusement, en 2005, il y a eu un coup d'arrêt en Suisse, majorité de droite au Parlement, avec comme premier parti un parti d'extrême droite, le fameux Blocher qui était élu au Conseil fédéral, et la question des sans-papiers est restée lettre morte pendant plusieurs années. Pendant ces années, par contre, on n'est pas resté inactif. Le site, au sein du collectif de soutien aux sans-papiers à Genève, qui est composé de plusieurs syndicats, d'associations, de partis politiques, a continué son travail, à savoir s'opposer au renvoi, à déposer des demandes de régularisation, à exiger des droits au niveau des assurances sociales, des allocations familiales, toutes des campagnes sur le droit aux allocations familiales, et puis à pousser pour la création d'un contrat type de travail dans l'économie domestique qui n'était pas du tout réglementé, avec un salaire minimum, et puis également la mise sur pied d'un système facilitant la déclaration d'assurance sociale par les employeurs, qui s'appelle chèque service, indépendamment du statut, que vous soyez avec statut ou sans statut, l'obligation pour les employeurs de déclarer les charges sociales sans être dénoncés. Parallèlement à cela, dans les différents secteurs comme les commissions paritaires, nous avons de la construction, nous avons créé des contrats de prestation avec l'État pour dénoncer les employeurs fraudeurs, mais à l'exception du contrôle du permis de séjour, ce qui permettait de lutter contre le travail noir, protéger les intéressés, sans mettre en péril leur permis. Donc voilà, on voit que depuis 2005, il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites au niveau cantonal. Ce qui est intéressant de relever, il y avait
ils n'avaient pas une majorité de gauche au gouvernement, il y avait aussi au niveau politique un accord entre les partis de droite et de gauche pour aller dans le sens d'une régularisation, c'est quand même important de le dire. Et par la suite, nous avons reconvoqué en 2010, 5 ans après l'arrêt des négociations, une nouvelle assemblée pour relancer la question dans la mesure où nous avions un nouveau cheval de bataille, c'était l'accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal. Mettre en avant qu'on était bientôt à la 3e génération de sans-papiers, hein, les grands-mères, les mères et les filles. Et on a reconvoqué cette assemblée en 2010 et les personnes étaient toujours au rendez-vous puisqu'elles avaient été organisées, défendues, soutenues pendant toutes ces années. Et là, il y avait 1000 personnes de nouveau réunies avec un nouveau vote, avec une nouvelle interpellation du Conseil d'État pour demander la relance de la régularisation collective, l'arrêt des expulsions. En tout cas, il n'y avait plus d'expulsions, mais maintenir l'arrêt des expulsions et de s'opposer au renvoi ordonné par les autorités fédérales, l'accès à l'apprentissage, etc., etc. Le Conseil d'État s'est saisi de nouveau de l'affaire, nous a répondu, 6 ans après, dans un mode un petit peu alambiqué, qu'ils étaient d'accord de reprendre la question de la régularisation collective au cas par cas. C'est quand même intéressant, hein, régularisation collective au cas par cas. Et puis a décidé de créer un groupe d'experts pour travailler sur une proposition de régularisation. Et puis depuis 2011, le site a fait partie de ce groupe d'experts, des associations du collectif, le département de l'instruction publique, donc les écoles, l'Office cantonal de la population et puis l'Office cantonal du travail. Sous l'égide d'un conseiller d'État, on a travaillé pendant 6 ans pour mettre en place des critères de régularisation objectifs, facilement atteignables pour permettre de régulariser un plus grand nombre de personnes. En parallèle à cela, évidemment, hein, on voulait régulariser les personnes concernées, mais pas les laisser dans la précarité. Donc, a été décidé et mis en place des mesures d'accompagnement, à savoir une amnistie, en fait, pour les employeurs qui jouaient le jeu de déclarer les personnes en phase de régularisation aux assurances sociales, et puis un contrôle des entreprises qui fraudaient ou des particuliers qui fraudaient, parce qu'on connaît un peu la situation. Il n'est pas rare à Genève de voir des familles aisées engager des employés sans papier pour des 60 heures par semaine pour 1000 francs, 1500 francs par mois, alors qu'on sait que le coût de la vie en Suisse est extrêmement élevé. Donc, il y avait toutes des mesures d'accompagnement au niveau de la régularisation. Le Conseil d'État de Genevois a pris contact avec le Conseil fédéral, qui était en l'occurrence une conseillère fédérale socialiste, qui finalement a approuvé le projet, à savoir des critères assez simples, une avancée majeure, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de régularisation ou peu. On pouvait être là depuis 20 ans, et bien on ne trouvait pas grâce pour une régularisation parce qu'il y avait toujours la possibilité de retour au pays d'origine, donc il n'y avait jamais de régularisation. Et les conditions de la régularisation étaient 5 ans pour les familles avec enfants et 10 ans pour les célibataires, avec un emploi, une absence de condamnation. Et si les personnes avaient été contrôlées par la police au niveau de leur séjour illégal, cet élément n'était pas retenu. Une vraie avancée, une vraie victoire au niveau cantonal. Et c'est un projet pilote qui a débuté le 28 février avec une séance d'information aux travailleurs et travailleuses dans un palladium, une salle bien connue à Genève, qui avait réuni plus de 2000 personnes. Et puis après, on a commencé les permanences et on a travaillé jusqu'au 31 décembre 2018 et on a pu, avec le système de régularisation facilité, régulariser 3000 personnes en moins de 2 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en près de 15 dans toute la Suisse, il n'y en avait eu que 4000. Bien évidemment, ce projet a été évalué par des scientifiques, par des économistes. Et on est arrivé à la conclusion évidente qu'il n'avait pas d'appel d'air. Hein, ça, c'était vraiment les arguments de la droite qu'on connaît tous. Oui, l'appel d'air. Non, il n'y a pas d'appel d'air. Quand on régularise les personnes, qu'on leur donne des droits, qu'on leur donne des salaires décents, ben les gens ne changent pas du jour au lendemain d'emploi, évidemment. Donc, toutes les études qui ont été menées sur des échantillons de personnes régularisées n'a pas démontré d'appel d'air du tout, n'a pas démontré non plus que les gens allaient se ruer au chômage, évidemment. Hein, quand on gagne 3500 francs, on ne va pas perdre son emploi pour aller au chômage à 70% de son salaire. Bref, pas du tout non plus de situations nombreuses à l'aide sociale, que quelques cas, et souvent pour des cas de personnes malades, etc. Donc, ce rapport est rendu, il y a une évaluation, et après je m'arrêterai, une évaluation
du Conseil fédéral, qui a reconnu publiquement que c'était un projet qui était, dont les conclusions étaient positives. Il demandait au canton de s'en saisir, mais aujourd'hui, il y a un rapport du Conseil fédéral qui dit le projet Papyrus était très bien, mais la situation, elle va bien, on ne bouge plus. En gros, on a pu régulariser 3000 personnes en à peine 2 ans, mais aujourd'hui, on sent déjà les soubresauts d'endurcissement. Il suffit qu'un conseiller d'État ou un autre conseiller d'État change au niveau du gouvernement, qu'il y ait des durcissements, et les critères ne sont pas encore gravés dans le marbre, et on sent déjà des tendances, des durcissements, des procédures qui deviennent un petit peu beaucoup plus dures, avec des décisions de renvoi qui n'auraient pas été prises il n'y a que 6 mois de ça. Donc, il faut être vigilant, il faut être mobilisé. Donc, rien n'est gagné. Et puis voilà, on repart en lutte avec des militants, avec les travailleuses et travailleurs concernés. L'opération était historique, c'est un gros travail. C'est aussi un signe d'espoir. Et je suis content de pouvoir vous partager un peu l'expérience. Merci. Merci à vous, Thierry. Merci pour le travail. Bon courage pour la suite. Merci aussi à Fortuna. Notre troisième intervenant ce soir s'appelle Jean-René Milongo. Jean-René il est originaire du Cameroun, mais il a été, c'est beau, transplanté en Italie depuis maintenant 2 décennies. Jean-René travaille pour le FLAI, le syndicat agroalimentaire de la CGIL en Italie, où il est responsable du département politique migratoire, inclusion et solidarité sociale. C'est bien ça, Jean-René? Jean-René est également le coordinateur de l'Observatoire Placido Risotto, qui est le centre d'études et de recherche du FLAI sur l'économie du travail. Cet observatoire est particulièrement connu pour son rapport publié tous les 2 ans sur les conditions de travail et le corollaire des abus subis par les travailleuses du secteur agroalimentaire, avec une attention particulière pour les migrants et migrantes. Jean-René, je vous passe la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Et avant tout, je voudrais vous exprimer nos remerciements, les remerciements de l'organisation que je représente à ce débat, au CNCD, pour cette occasion de confrontation, cette opportunité qui nous permet quand même de voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qui a été fait, surtout dans la circonstance actuelle dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la pandémie. Alors, je pense que dans un contexte comme celui dans lequel nous nous trouvons, le droit que nous avons le devoir, l'obligation de revendiquer dans une circonstance comme celle que nous vivons, eh bien, c'est avant tout le droit à la santé. La pandémie nous a tous exposés, tous les uns les autres, à des risques énormes, des risques gigantesques d'atteinte à notre santé, à notre incolumité. Eh bien, je pense que dans beaucoup de pays européens, mais là, je vais parler beaucoup plus de ce qui s'est passé ici en Italie, on a eu l'impression quand même que des politiques, les options qui ont été mises en place, qui ont été choisies, ont ignoré la présence de personnes sans papier ou en attente de régularisation. Il faut qu'on évite toujours de mettre tout ce bon monde dans le même panier sans papier. Il y en a évidemment qui sont en attente de régularisation. Et alors, partant de ce petit distinguo, on a eu l'exemple du Portugal qui a décidé spontanément de reconnaître, d'attribuer un titre de séjour suffisamment bref quand même, très bref, de quelques mois seulement, à quelques milliers de personnes qui avaient déjà présenté une instance, donc qui était en attente de régularisation. C'est vrai que ça a été mal présenté à l'extérieur parce que beaucoup ont cru que c'était valable pour tout le monde, cette possibilité de se régulariser. Alors, justement, partant de cet exemple du Portugal, je pense qu'il faut dire une chose. Hein. La Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour sa santé, hein, son bien-être et celui des membres de sa famille, notamment pour les soins médicaux. Ça, c'est la Déclaration de 1948. Et à son tour, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule à l'article 12 le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, qu'elle soit capable d'atteindre.
Je pense que là, nous avons des instruments juridiques quand même qui nous indiquent la voie à suivre. À son tour, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? L'Europe, dans la Charte sociale européenne, à l'article 11, requiert de prévoir des mécanismes de prévention qui puissent embrasser tout le monde, si on peut le dire ainsi, dans des situations épidémiques et pandémiques. Alors, je pense que devant une assertion comme celle-là, moi, je pense que très peu a été fait en Europe. Très peu a été fait en Europe par rapport aux migrants en général, par rapport aux migrants en attente de régularisation et des sans-papiers en particulier. On ne peut pas faire semblant que ces gens n'existent pas. On ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Nous avons tous connu le confinement, nous avons tous été tenus à rester à la maison, du moins la majorité des communautés nationales, locales, territoriales, etc., ont été contraintes de rester à la maison pour éviter que le virus puisse se propager. Mais en même temps, à toutes ces communautés, on disait, soyez tranquilles, non? Votre sécurité alimentaire est garantie. Soyez tranquilles, ne vous en faites pas. Vous aurez toujours de quoi vous nourrir, de quoi vous alimenter. En même temps, nous devons nous poser la question, non? Qui sont ceux-là qui ont continué à travailler pour faire en sorte que la sécurité alimentaire des uns et des autres soit garantie? Très souvent, ce sont des sans-papiers. Très souvent, ce sont des sans-papiers qui ont garanti ce droit à la sécurité, à la tranquillité alimentaire, si vous voulez. Et alors, partant de ce constat, qu'est-ce que nous nous sommes dit ici en Italie? Mon organisation, la FLACGL, eh bien, nous sommes montés au créneau. Nous sommes simplement montés au créneau pour dire, eh bien, nous avons lu des centaines de pages de lignes d'intervention que le gouvernement met en œuvre, mais nulle part, nous ne voyons le terme migrant. Nulle part, nous ne voyons le terme migrant en attente de régularisation et nulle part, nous ne voyons le terme migrant sans papier. De façon commune, on dit migrants clandestins. Nous l'avons nulle part. Puis, nous sommes montés au créneau et nous avons commencé à revendiquer à corps et à cri de l'attention pour ces gens-là. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes mobilisés. Dans ce cas-là, nous avons eu une grande disponibilité des médias mainstream, dont les grands journaux, les télés, les radios. Nous avons vu beaucoup de disponibilité de ce point de vue-là et nous sommes partis avec cette campagne. Non, pour dire, on ne peut pas faire semblant que ces gens n'existent pas. Non, sinon, ce sont des esclaves qui travaillent pour vous. Vous êtes à la maison, il y a des gens qui travaillent pour vous pour garantir votre sécurité alimentaire. J'avoue que ça a été très, très difficile. Ça n'a pas été bien compris. Ça a été parfois très mal compris. Et évidemment, les réactionnaires sont intervenus, ici sont opposés, mais nous avons tenu le coup. Nous avons voulu absolument tenir la barre toute droite pour un objectif, celui de la régularisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a obtenu? Nous avons obtenu, après 3 mois de campagne, qui nous a coûté les yeux de la tête, si je peux le dire ainsi, économiquement, parce qu'il fallait battre le terrain, il fallait mobiliser des gens, il fallait interpeller nos organisations européennes pour qu'elles puissent agir. Nous avons interpellé nos organisations de dimension globale et planétaire pour qu'elles puissent dire un mot là-dessus. Au finish, nous sommes devenus une sorte d'exemple parce que nous avons quand même obtenu la régularisation partant des besoins qui se sont manifestés spécifiquement dans l'agriculture, parce que dans tous les pays européens, nous avons eu des problèmes de main-d'œuvre dans l'agriculture, c'est-à-dire les citoyens, les gouvernants, pas les citoyens, les gouvernants se sont inquiétés, ils se sont beaucoup inquiétés qui auraient cueilli les produits agricoles dans les champs, qui auraient continué de travailler dans les champs. C'est vrai qu'il y a plein de migrants qui y travaillent, mais ils auraient voulu maintenir, ils voulaient absolument maintenir le rythme de production habituel.
Et donc, on a vu en Allemagne ce qui s'est passé, on a vu en France ce qui s'est passé, on a vu en Belgique, on a vu un peu partout en Europe, on a vu jusqu'aux États-Unis de Trump, hein, il faut toujours le dire, jusqu'aux États-Unis de Trump, on a vu les États-Unis de Trump qui reconnaissaient la mobilité territoriale aux travailleurs latinos, aux travailleurs agricoles latinos. Non, on leur donnait une espèce d'autorisation qui n'est pas un titre de séjour, une green card, mais un truc comme ça pour se déplacer d'un point à l'autre, c'est-à-dire pour les laisser aller travailler dans les champs, non, pour garantir la tranquillité, la sérénité agroalimentaire des citoyens américains. Ça, on l'a vu un peu partout, on l'a vu en Australie, en Nouvelle-Zélande, on l'a vu partout en Autriche, partout. Eh bien, nous avons beaucoup insisté, nous avons, à corps et à cri, nous nous sommes mobilisés, nous avons obtenu finalement un schéma de régularisation de beaucoup de personnes. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en Italie, nous avons une masse de à peu près 700 000 personnes sans papier, mais là, nous avons quand même pu obtenir qu'on régularise 250 000. En très peu de temps, nous avons obtenu que 250 000 personnes puissent présenter des dossiers de régularisation. Et je ne pense pas que ce soit peu. Et alors, je pense que le droit essentiel que nous devons défendre dans une circonstance comme celle que nous traversons, que le monde traverse actuellement, c'est avant tout le droit à la santé. Et je pense qu'au niveau européen aussi, quelque chose peut être fait. Mais il y a un élément de fait. Il faut que nous soyons justes, il faut que nous soyons objectifs. Il y a ce vent populiste, il y a ce vent conservatoriste, il y a ce vent xénophobe en Europe. Hein. Ce n'est pas la peine de le nier. Hein. C'est pas la peine de le nier. L'Europe est secouée par ces vents et marées d'inspiration xénophobe qui font que des discussions européennes sérieuses sur ces questions ne sont pas possibles. C'est vrai que le traité de Maastricht, au titre 4, visa, immigration, etc., prévoit un mécanisme subsidiaire à travers lequel un certain nombre d'États, au moins la majorité des États, peuvent se concerter et adopter une certaine ligne d'action sur le plan de la migration. C'est vrai, c'est bel et bien écrit dans les textes, dans le traité non, c'est le traité d'Amsterdam. Mais alors, au moins la majorité disent cet énoncé-là. Si on parcourt un peu la carte politique de l'Europe, qu'est-ce que la carte politique de l'Europe nous donne? La carte politique nous donne un espace européen, comme disent les documents, excessivement penché à droite, non? À droite et à l'extrême droite. Donc, ce n'est pas possible, il n'est pas du tout possible de mettre sur pied des discussions européennes qui puissent impliquer tous ces États-là. C'est extrêmement difficile. Nous le voyons sur tous les plans. Un jour, c'est Visegrad, un jour, ce sont les pays frugaux, un jour, c'est autre chose. C'est extrêmement difficile et extrêmement difficile. Alors, je pense que nous devons retourner chacun au niveau national et refaire les mobilisations. Les mobilisations doivent être nationales. Au niveau européen, ils peuvent faire très peu. Il faut qu'on se dise la vérité, ils pourront faire très, très, très peu. C'est une Europe qui a sa vision, elle est libériste, elle est égoïste aussi, il faut le dire. Ce n'est pas la peine qu'on se cache, qu'on se le cache. Non, c'est une Europe très égoïste qui fait semblant de ne pas reconnaître que tous ces étrangers qui arrivent, européens et non européens, parce que les étrangers en Europe, ce n'est pas seulement les non-européens, on le sait, tout le monde le sait. Non, il y a une partie de l'Europe qui ne fait pas partie du grand espace européen. Eh bien, tous ces gens-là concourent à la production de la richesse dans les pays de destination. Alors, je disais, la coloration politique de l'Europe aujourd'hui ne nous permet pas d'espérer, comment dire, à une tournure positive, une tournure un peu plus prometteuse sur le plan des politiques, sur l'immigration, sur l'inclusion des migrants. Alors, nous devons repartir des niveaux nationaux et c'est exactement ce que nous avons essayé de faire en Italie. Je ne pense pas que 250 000 personnes à valeur absolue soit si peu que ça. Mais là aussi, il faut dire quelque chose. Je pense que la coloration politique de l'Europe, la couleur politique de l'Europe, non, les couleurs politiques de l'Europe sont simplement la traduction de ce que les citoyens européens individuellement, non, pour la plupart,
pense de la migration. Nous sommes dans une phase extrêmement difficile et c'est seulement en partant du pied de la montagne, c'est-à-dire en se mobilisant chacun dans sa dimension. Et ces expériences qui ont été présentées sont extraordinaires, il faut le dire, ce sont des mobilisations subsidiaires qui partent de la base avec quelques personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes qui obtiennent des résultats extraordinaires. Même si c'est 2, 3, 5 permis de séjour, par rapport à 0, c'est extraordinaire. Vous direz que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais s'il n'y avait pas eu cette goutte d'eau, la mer aurait exactement une goutte de moins. Hein. Donc, on part de ces niveaux-là, c'est la subsidiarité, non? La subsidiarité horizontale. Or, je pense que nos organisations devraient toutes repartir de là. Et si vous me permettez, une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, je pense que nous devons, au niveau européen, recommencer à regarder certains instruments juridiques avec un peu plus de passion, un peu plus d'enthousiasme, un peu plus d'intérêt. Je me suis rendu compte que depuis quelques années, le débat sur l'environnement, la mobilisation des jeunes a complètement dévié l'attention. C'est une question essentielle, extraordinairement importante, hein, mais elle a fait en sorte que les grandes organisations délaissent le thème de la migration et s'orientent sur tout autre chose, sur le thème de l'environnement. Il suffit d'aller à une conférence sur l'environnement, on voit le nombre de participants. Non, et il faut aller à une conférence internationale sur la migration, vous verrez le nombre de participants. Non, c'est deux mondes complètement différents, c'est disproportionné la participation et ça indique ce qui est en train de se passer. Alors, repartons chacun à son niveau, chacun selon ses capacités et sa dimension à nous mobiliser et faisons ces coalitions qui parviennent quand même à obtenir des résultats. Hein. Il ne faut pas le nier, ça parvient à obtenir des résultats, c'est-à-dire nous avons fait notre mobilisation en Italie, mais en Belgique, il y a eu comment je peux dire ça? En Belgique aussi, c'est parti plus ou moins pour revendiquer de l'attention sur les migrants et puis ça a fait naufrage. En France aussi, hein, c'était parti et puis ça n'a pas catalysé l'opinion publique et ça n'a pas marché. Moi, je pense que quand on lance une mobilisation comme celle-là, comme nous l'avons fait, nous avons mis ensemble plein d'organisations, des grassroots organizations. Nous en avons mis plein et ça a obtenu le résultat que ça a obtenu. Je pense que c'est la dimension que nous devons poursuivre. Et je voulais conclure en disant ceci, nous devons recommencer à regarder les grands instruments internationaux. Nous avons cette Convention des Nations Unies qui est là, sur les migrants et leurs familles. Non, c'est pas les migrants. Là, c'est les travailleurs migrants et leurs familles, hein, papier ou sans papier. Il n'y a pas de distinguo là-dedans. Ce sont les migrants travailleurs, pour peu qu'ils travaillent. Je pense qu'en unissant les voix, non, si on se met ensemble, nous pouvons demander, par exemple, aux pays européens, et l'Europe aussi peut le faire, hein, sur le plan juridique, l'Europe peut le faire, ratifier un instrument comme celui-là qui pourrait nous faciliter beaucoup de choses à l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de la pandémie. On ne sait pas ce qui va se passer demain et ce seront toujours des effets néfastes sur les migrants. Alors, mobilisons-nous dans ce sens-là. Je pense que des résultats, nous pourrons les obtenir. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut arrêter sur cette invitation? Je vais arrêter. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nos prochains intervenants, ils viennent en duo. Il y a Sami Adouani et Ishraq Ben Ali. Ouais. Sami est membre du comité de pilotage du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, une association de défense des droits qui célèbre 10 ans déjà de lutte pour les droits économiques et sociaux en Tunisie. Sami aussi est attaché aux droits des travailleurs migrants et collabore sur ces questions avec des associations de la société civile et des syndicats sur les deux rives de la Méditerranée. Sami, si j'ai bien compris, aujourd'hui est accompagné par Ishraq Ben Ali. Masal khir, Sami, marhaban ya Ishraq. La parole est à vous. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous allons intervenir en binôme. Donc Ishraq, qui est une jeune Tunisienne, va pouvoir
à la suite de mon intervention, compléter ce que je vais dire à travers en fait, le partage de son expérience personnelle. Donc voilà, donc je vais démarrer mon intervention. Je remercie les organisateurs pour cette opportunité d'échange autour des impératifs qui accompagnent la multiplication des canaux de migration légale. À travers cette intervention, je propose de contextualiser ce nouveau paradigme, de mettre en perspective la situation de mon pays, la Tunisie, et enfin soumettre au débat un certain nombre d'interrogations et de recommandations. À titre d'introduction, je voulais souligner mon étonnement. La migration occupe tellement le devant de la scène politique en Europe et alimente tellement de débats à l'échelle des sociétés que j'ai été réellement surpris de réaliser que ce forum est à sa première édition. Cela sonne pour moi comme un rappel à quel point le dialogue en Europe a été accaparé par le biais des institutions et que depuis toutes ces années, le mouvement civil européen s'est mobilisé autour de ces espaces de dialogue institutionnel dans l'espoir d'influencer et d'équilibrer le processus. Des revendications qui s'étalent sur des années, mais qui laissent à tous un goût amer en constatant le contenu et le modus operandi promu par le pacte européen. L'absence de résultats décisifs constitue donc à mes yeux un des principaux catalyseurs qui nous permettent aujourd'hui d'être réunis tous ensemble pour mener une consultation large et une réflexion de fond. Je me réjouis donc de la tenue de ce forum qui apportera sans aucun doute beaucoup de souffle au mouvement civil européen, africain et international. Nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins, l'un représenté par ce pacte européen et sa lecture sécuritaire qui nous mène tout droit vers l'impasse et la violence d'État, l'autre porteur d'alternatives en recherche d'adhésion large, mais qui reste peu audible pour une partie importante des citoyennes et citoyens face à la rhétorique populiste. Le défi est considérable et le combat semble à un tournant qui pourrait nous faire basculer dans une voie ou dans l'autre, un basculement qui sera, selon moi, avant tout lié à l'évolution de la pandémie mondiale et ses répercussions économiques sur le long terme. Quelques chiffres. D'ici 2050, les pays de l'OCDE perdront 82 millions de populations en âge de travailler, alors que 96 millions de personnes auront plus de 65 ans. Cela signifie que dans ces pays, les emplois insatisfaits seront considérables. D'ici là, l'Afrique subsaharienne aura doublé sa population et la moitié des pays de la région MENA aura connu une augmentation de 50% de leur population. Parmi cette jeune population, seulement une partie sera en mesure d'accéder au travail dans leur pays d'origine. Certains seront à la recherche d'opportunités au niveau sous-régional, alors que d'autres tenteront la migration internationale. Ces dynamiques actuelles et futures créent donc des pressions considérables sur les travailleurs pour bouger d'un pays à l'autre. Ces quelques chiffres mettent en perspective les enjeux de la mobilité internationale qui s'imposent à tous, au-delà des lectures politiciennes et populistes dont nous sommes témoins. Les impératifs économiques face à la demande insatisfaite du marché du travail, principalement dans les pays d'Europe, couplés au vieillissement de la population, avec les défis que cela pose en termes d'assistance à la population âgée et en termes d'équilibre financier des caisses de sécurité sociale, installe donc progressivement ce nouveau narratif autour des canaux de migration légale. Nous faisons face néanmoins à une gestion paradoxale des migrations par le politique qui ouvre la voie à une reprise de migration de travail sur fond de nécessités économiques, tout en maintenant un discours centré sur le rejet de l'immigration. À titre de rappel, le pacte européen n'est pas une politique migratoire en soi. Il n'y a aucune mise en relation transversale des enjeux sociaux et économiques, aucune mise en relation entre l'intérieur et l'extérieur de l'Europe, aucune prise en considération des intérêts des pays voisins. Il prend la forme d'une boîte à outils interne ayant pour but de légaliser des pratiques initialement illégales et de perfectionner une tendance à la militarisation des frontières amorcée de longue date. La crise économique sans précédent qui frappe tous les pays,
va très fortement déstabiliser les pays en voie de développement qui n'ont pas la résilience nécessaire en termes de capacité financière pour injecter les fonds et les aides destinées au secteur privé et programmes sociaux. Deux conséquences directes. La détérioration de la situation socio-économique va inévitablement renforcer la détermination des candidats à la migration qui, faute d'alternative, emprunteront les routes migratoires et feront appel aux circuits mafieux pour atteindre les pays riches, circuits qui seront probablement appuyés par les populations locales en mal de revenus. Un cercle vicieux qui engendrera des parcours qui seront plus coûteux, plus risqués et qui susciteront encore plus de violence des États pour se prémunir du risque de santé publique que représenteront les arrivées irrégulières sur leur territoire. Deuxième conséquence, la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds sera d'autant plus importante et restreindra davantage l'autonomie de ces pays dans l'élaboration de leur politique de développement et leur politique migratoire, déjà largement influencée par l'Europe. Un processus qui mène donc inévitablement à l'externalisation des frontières sur fond d'aide au développement conditionné. Cette approche contribue principalement à déresponsabiliser les États du Sud qui, au meilleur des cas, optent pour l'invisibilisation des migrants et le plus souvent procèdent aux expulsions au-delà de leurs frontières sans aucune considération quant à la situation et la fragilité des personnes déportées. Cette approche alimente une contradiction où les pays du Sud mettent en place des outils de contrôle, de précarisation et d'éloignement des migrants identiques à ce que subissent leurs propres ressortissants en Europe. Nous assistons donc depuis plusieurs années à la prolifération de politiques de non-accueil dans toutes les régions voisines de l'Europe. Dans ce contexte, la rhétorique autour des canaux de migration légale se veut l'unique alternative à la migration irrégulière. Mais là encore, cela relève plus du discours qu'une solution à court ou moyen terme. La gouvernance migratoire qui reste dans la majorité des pays une exclusivité gouvernementale étouffée par des considérations sécuritaires, a eu pour résultat de réduire ou d'écarter les principes de dialogue social sur ces questions. Néanmoins, ces dernières années, de nouveaux modèles de migration légale sont implémentés pour répondre aux besoins économiques de l'Europe. L'Union européenne a mis en place de nouveaux mécanismes de partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne, les États membres et les pays tierces pour financer des projets pilotes. À titre d'exemple, nous pouvons citer à l'échelle de l'Allemagne le Triple Win Project qui lie les marchés de l'emploi allemands, tunisiens, marocains, philippins, ou encore, comme nous pourrons en discuter tout à l'heure, le projet PALIM entre la Belgique et le Maroc dans le secteur des nouvelles technologies. Ces coopérations restent cependant peu accessibles aux syndicats et aux acteurs de la société civile pour leur permettre d'accompagner le processus. Il suffit de se pencher sur les problèmes des travailleuses migrantes du secteur agricole et l'exploitation dont elles font l'objet pour réaliser qu'il ne suffit pas d'autoriser les travailleurs à se déplacer pour garantir leurs droits. Il suffit de constater l'ampleur de l'économie informelle en Europe pour comprendre qu'il s'agit d'une politique économique à bas coût basée sur l'exploitation des travailleurs. Il suffit de constater l'absence de régulation des agences privées de recrutement pour comprendre que les droits des migrants et des travailleurs ne constituent pas une priorité. D'un autre côté, face à la multiplication de canaux de migration légale sur fond de nécessité économique, le lien direct entre politique de l'emploi et politique migratoire est désormais officiellement reconnu et constitue donc une opportunité pour les syndicats des deux rives de la Méditerranée pour insérer leurs préoccupations et leurs revendications au cœur des politiques internationales des États. Au nord comme au sud, l'enjeu est le même. Promouvoir l'approche multi-acteurs et la gouvernance participative garante d'un meilleur équilibre des considérations sécuritaires, humanitaires et de droit. Protéger et organiser les travailleurs migrants, promouvoir l'agenda du recrutement équitable et du travail décent pour tous, garantir la portabilité des droits sociaux entre pays de destination et d'origine
sont tous des défis qui exigent de nouveaux modes opératoires qui ne peuvent se cantonner aux frontières d'un pays et ne peuvent se limiter à un agenda gouvernemental répressif ou purement économique. La migration impose aux acteurs institutionnels et de la société civile de développer une coopération et une coordination transnationale en mesure de développer des réponses durables et plus respectueuses des droits. Dans ces conditions, l'approche multi-acteurs et la gouvernance participative est une condition indispensable. Sur la base de ce bref état des lieux, comment se présente la situation en Tunisie? Dans ce contexte très difficile, la Tunisie, pays en transition démocratique, pays paralysé par une succession de crises politiques majeures, pays dont le Parlement croule sous les dossiers en attente, pays dont l'État est en situation de faillite non déclarée, pays dont l'économie informelle et la corruption prennent la forme de politiques sociales, pays dont l'issue est intimement liée à celui des grands pays voisins. Ce pays, donc, est pourtant considéré par l'Europe comme le candidat idéal pour constituer une plateforme opérationnelle pour le pacte européen. Face à la détermination du côté européen, comment mener un round de négociations si nos fonctionnaires ne se réfèrent à aucune stratégie? C'est évident que les résultats ne s'aligneront que sur les intérêts d'un camp, résultat d'un compromis politique qui ne répond pas aux intérêts présents et futurs de la population tunisienne et qui a pour seul objet de maintenir à flot artificiellement un système politique à bout de souffle. La Tunisie est pourtant un pays dont la stratégie nationale migratoire a fait l'objet d'un processus participatif large ces dernières années, mais qui est resté sans lendemain. La stratégie n'a pas été adoptée par le Parlement. La Tunisie est un pays dont les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté d'engager un dialogue sur la question des travailleurs sans papier d'origine subsaharienne, un pays dans lequel les appels à la régularisation se sont multipliés, un pays dont la diaspora pourrait s'appuyer d'une manière plus forte sur un maillage d'acteurs associatifs et institutionnels qui existe au niveau international, un pays qui pourrait se saisir pleinement du nouveau paradigme concernant les corridors de migration légale pour en faire un outil puissant contre le désespoir et le chômage des jeunes. Je souhaite vous interpeller sur des points qui nous semblent importants. Les canaux de migration légale ne pourront pas constituer une alternative à la migration irrégulière pour la majorité des candidats et primo-demandeurs d'emploi qui ne répondent pas aux critères fixés. C'est une criterios establecidos. Esto es una consecuencia directa entre trois piliers fondamentaux. Three pillars that need to work together. L'éducation et la politique migratoire. Les appels à la régularisation qui ont rapidement fait écho dans plusieurs pays sous l'impulsion des syndicats, d'associations et de personnalités ont été dilués dans la mise en place d'un certain nombre de mesures administratives qui relèvent de l'urgence et non pas d'une réelle responsabilisation des États vis-à-vis des populations sur le long terme. Nous avons été témoins d'un certain nombre de mesures encourageantes des gouvernements pour la prise en considération de la situation des migrants en situation irrégulière, principalement dans les pays d'Europe. À titre d'exemple, on parle du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie. Néanmoins, nous sommes tous conscients qu'il s'agit de mesures administratives temporaires qui tirent leur raison d'être de deux raisons principales, le risque sanitaire et l'utilité économique. Dans ces conditions, nous demandons à ce que les canaux de migration légale prévoient également une réponse à la question de la multiplication des voies de régularisation des travailleurs déjà installés. Dans cette perspective, les accords de main-d'œuvre devraient constituer une option accessible aux travailleurs et travailleuses sans papier déjà présents dans les pays demandeurs. Syndiquer les travailleuses et travailleurs migrants reste un défi pour les organisations de travailleurs, car c'est le seul moyen de s'imprégner de leurs difficultés et formuler des revendications lors des négociations collectives professionnelles. L'enjeu est l'empowerment des travailleurs migrants. En d'autres termes,
donner l'accès à l'information pour leur permettre d'accéder à leurs droits. Le migrant n'est de la sorte pas cloisonné à son rôle de bénéficiaire et le syndicat n'est plus limité à un simple intermédiaire entre l'État et cette population. Et le syndicat devient en mesure de s'approprier une solidarité effective au-delà du discours, de s'approprier une lutte qui est au cœur des valeurs du mouvement international et pourrait également y puiser stratégiquement de nouvelles ressources de pouvoir dans le cadre des négociations tripartites. Dans les pays du Sud en général, l'émigration constituera de plus en plus un outil de la politique nationale d'emploi pour réduire la pression sur le marché domestique et pour constituer un palliatif supplémentaire dans la canalisation de la contestation sociale. Ce sera principalement un moyen diplomatique de présenter des résultats au niveau multilatéral dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations légales sûres des Nations Unies, sans pour autant s'engager sur la question des étrangers présents sur leur territoire national. La migration pose le défi pour les acteurs institutionnels et de la société civile donc, de développer les nouveaux modes opératoires qui ne peuvent se cantonner aux frontières de leur pays, d'autant plus que les défis auxquels sont confrontés les migrants dans les pays de destination émanent également du processus de recrutement depuis le pays de départ. La coopération transnationale entre acteurs des pays de départ, de transit et d'installation apparaît de plus en plus comme un levier indispensable pour imaginer des solutions durables garantissant les droits. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je vais rajouter juste pour conclure que nous assistons en fait au maintien d'une politique migratoire jusqu'au boutiste, largement dopée au populisme et à la peur. Une recette en mesure de maintenir artificiellement une cohésion au sein des membres de l'Union européenne, mais qui s'inscrit dans une impasse face au nombre et à la détermination des candidats à la migration. Personne ne sait où nous mène la crise sanitaire actuelle. Sa persistance est réelle et impacte durablement les comportements des individus et les réponses politiques dans les différents pays. Le cafouillage et l'improvisation qui accompagnent la gestion de la crise a effrité la relation de confiance entre gouvernants et gouvernés, aussi bien dans les pays du Sud que du Nord. La question de la transparence dans les prises de décision et de la redevabilité des élus pourrait constituer le cœur du débat populaire et de la contestation sociale à venir. Dans ces conditions, un changement devient possible car il s'imposera probablement à nous tous. Je vous remercie de votre attention. Je serai attentif par rapport au débat, par rapport à des questions spécifiques vis-à-vis de la Tunisie. Et je laisse la parole à Eshraq pour compléter l'intervention. En vous remerciant. Merci à vous pour cette analyse pertinente, Samy, et pour vos revendications assez claires. Je crains qu'on a perdu à votre binôme Eshraq. Si on réussit à la rappeler, on la donnera la parole après le prochain intervenant. Eshraq? Non, on va réessayer après. Merci, Samy. Notre dernière paire d'intervenants est de nouveau un duo, Grégoire Douchamp et Salima Ben Salem. Bonsoir. Grégoire est un expert en mobilité du travail chez Enabel. Enabel est l'agence belge de développement. Salima est le chef de la division placement international à ANAPEC. ANAPEC est l'agence marocaine pour la promotion d'emploi et des compétences. Ils partageront avec nous ce soir certaines leçons tirées de la mise en œuvre récente et en cours de certaines approches innovantes du partenariat global pour les compétences, de Global Partnership Skills, ainsi que de certains autres programmes de mobilité de travail existants au Maroc. À vous la parole, Grégoire et Salima, et bienvenue. Merci beaucoup Tom pour cette introduction. Merci aussi à tous les collègues et les participants à cette
séance de ce soir, on peut dire déjà en soirée maintenant. On avait prévu une présentation. Est-ce que je la présente moi-même, enfin je la lance moi-même, ou bien elle est lancée par un de vos collègues? Ah, magnifique. Voilà, peut-être juste pour cadrer un peu notre présentation ici ce soir. Donc, on va s'intéresser avec Salima à vous présenter l'approche qu'on a développée ensemble avec nos partenaires marocains et belges, l'approche de partenariat mondial pour les compétences. Donc, c'est essentiellement basé sur un premier projet, comme Samy l'a expliqué, le projet PALIM qu'on a mis en œuvre et qu'on met en œuvre encore actuellement donc, depuis 2 ans entre le Maroc et la Belgique, et un deuxième projet qui s'ensuit entre le Maroc, la Belgique et la Tunisie, et qui débute maintenant. Donc voilà, on est aussi à l'écoute de toutes les suggestions en termes de mise en œuvre, de partenariats possibles, notamment. Je voudrais peut-être juste avant parler de ce partenariat mondial pour les compétences, revenir aussi sur les premières présentations par rapport voilà, à la régularisation des personnes migrantes. Nous, Enabel, pour le moment, nous ne sommes pas actifs sur cette dimension-là en Belgique. Par contre, au Maroc, et en coopération également très proche avec l'ANAPEC, nous développons un portefeuille de programmes au niveau migratoire, mais spécifiquement le projet Amoudou, peut-être certains en ont entendu parler, qui vise vraiment l'intégration des personnes migrantes, l'intégration socio-économique des personnes migrantes, tous statuts confondus, réguliers, irréguliers, avec évidemment aussi une attention toute particulière qu'on a mise pendant la pandémie. Voilà, c'était juste pour donner peut-être un contexte un tout petit peu plus large, disons. Mais voilà, à la présentation, on peut y revenir éventuellement dans les questions-réponses. Certains collègues d'Enabel sont également présents comme participants, pourront peut-être compléter cela. Donc, on va revenir maintenant à cette présentation de l'approche Global Skills Partnership. Et pour démarrer au niveau contextuel, je vais laisser la parole avec un grand plaisir à ma chère collègue Salima. Merci. Merci Grégoire. Bonsoir à tous. Et merci pour cette invitation sur une thématique qui est très importante et qui nous tient tous à cœur. Donc, nous avons jugé utile dans un premier temps de partager avec vous quelques éléments de contexte au Maroc. Donc, le Maroc a un taux de chômage qui est actuellement de 13%. Il concerne essentiellement des jeunes diplômés, dont l'âge est compris entre 15 à 24 ans. Donc à hauteur de 32% de ces chômeurs. Excuse-moi, oui, Salima, je ne vois pas la slide bouger, mais ou bien c'est mon écran, ou bien c'est moi non plus. Voilà, pour tout le monde. Pardon, voilà, il faudra peut-être le signaler à la personne qui est derrière très bien. à la mise en scène. Merci beaucoup. Ok, donc je disais que c'est une population jeune, diplômée, âgée de 15 à 24 ans. Elle est beaucoup plus prononcée, évidemment ce chômage est beaucoup plus prononcé chez les détenteurs de diplômes. Voilà, donc paradoxalement, ou plutôt par ailleurs, les travailleurs, on assiste à une internationalisation. Donc le prochain slide s'il vous plaît. Par ailleurs, on assiste à une internationalisation des travailleurs. On constate une hausse de la migration des personnes qualifiées. Et dans plusieurs pays en voie de développement, cette migration de main-d'œuvre qualifiée a aujourd'hui un impact négatif sur divers secteurs essentiels et vitaux tels que le secteur des IT et la santé. Cependant, la migration aux fins de travail ne devrait quand même plus être vue uniquement sous l'angle de la fuite des cerveaux, mais comme un ensemble d'opportunités d'emploi pour lesquelles une application des pays d'accueil dans la formation linguistique et technique des ressources humaines dans les pays d'origine doit être envisagée. C'est dans cette perspective que plusieurs schémas de mobilité innovants peuvent être mis en œuvre. Concernant les données de la migration, les dernières données de notre Haut Commissariat au Plan, datant de l'année 2018-2019, la migration marocaine vers l'étranger a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Alors, elle s'est redéployée en Europe, dans des pays traditionnels tels que la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne,
mais également vers de nouveaux pays d'immigration, notamment méditerranéens, tels que l'Italie et l'Espagne, et l'Amérique du Nord avec le Canada, les États-Unis et les pays du Golfe. Cependant, le Maroc est également devenu, au cours de ces dernières décennies, un pays d'immigration, un pays de transit et d'immigration. L'immigration en provenance du Sud, notamment des pays subsahariens, qui a tendance à augmenter, ce qui a amené le Maroc à adopter une politique nationale d'immigration et d'asile depuis la fin de l'année 2013 et a procédé également à 2 opérations de régularisation de quelques 50 000 étrangers entre 2014 et 2018. Alors, de nouvelles formes de migration également sont apparues, se sont développées récemment, notamment la migration circulaire concernant les Marocains qui s'expatrient. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, du coup, je repasse la main à Grégoire pour nous présenter l'approche du projet PALIM que nous mettons en œuvre avec Enabel. Merci Salima. Nous jouons un peu au ping-pong pendant cette présentation, donc voilà, j'espère que ça donnera un peu de dynamisme aussi peut-être à cette fin de soirée. Donc, en effet, au niveau de la Belgique, on rencontre également, on l'a déjà expliqué déjà dans d'autres présentations bien sûr aussi, hein, une pénurie dans certains métiers. On le voit dans les métiers technologiques, dans les métiers de la santé, ça a été dit. Nous aussi, on s'est vraiment intéressé dans le métier technologique et également aussi une population vieillissante, donc quelque part un besoin important au niveau de la migration de talents. Donc un match en tout cas qui existe entre certains points du Maroc et de la Belgique. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et donc c'est dans ce contexte qu'on s'est assis avec nos partenaires belges, nos partenaires marocains, pour définir ensemble et mettre au point ensemble un modèle sur base d'une approche qui s'appelle Global Skills Partnership, donc le partenariat mondial pour les compétences. Et donc, ce modèle, voilà, il place au centre de la diapositive donc les pools de compétences, le développement de compétences dans le pays d'origine et le matching donc, avec des entreprises dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil. C'est ce qui en fait aussi un modèle un peu particulier qu'on a essayé de tester, qu'on teste depuis 2 ans. Donc, sur la gauche de la slide, on part d'abord d'une identification de besoins d'un métier, disons, en tension similaire dans les 2 ou dans les 3 pays. On sélectionne des talents à partir des agences publiques de l'emploi et la formation de ces talents va se passer de manière identique pour toutes les différentes voies qu'on peut imaginer, nationales ou internationales, mais la formation va donc se tenir au niveau du pays d'origine. Donc, ça donne un modèle un peu particulier qui renforce en tout cas le pool de compétences disponibles dans les pays d'origine. Alors, les talents, juste aussi pour parler des talents, ce sont, comme Salima l'a dit, dans le cadre du projet PALIM, des talents qui ont un certain niveau d'études pour donner accès aussi au niveau du permis unique en Europe. Donc, c'est minimum un bac plus 3. Donc, on appelle ça highly skilled, donc en effet hautement qualifiés. Par contre, ils étaient tous donc, au chômage avant de commencer. Ils ont été sélectionnés. C'était un des critères de sélection des talents. Donc, on cherchait des personnes qui n'avaient pas réussi à s'intégrer sur le marché de l'emploi marocain. Alors, en jaune, en bas de la slide, on a aussi intégré une dimension en tant qu'agence publique nous-mêmes, une dimension évidemment de coopération entre agences publiques et de coopération entre acteurs publics et privés, qui est centrale dans le projet et qui sous-tend évidemment cette construction de confiance et de modèles un peu particuliers entre des acteurs avec des intérêts parfois tout à fait différents. En vert, tout en dessous de la slide, on a aussi intégré une dimension de recherche-action qui nous paraissait aussi essentielle, sur lequel on va revenir, mais qui permet aussi, dans un cas de projet pilote, de mieux comprendre tous ces phénomènes qui sous-tendent la migration voilà, nationale ou internationale. Donc, dans le cadre du projet PALIM, les 2 axes privilégiés de migration ou de travail, disons, étaient l'axe marocain et l'axe belge. Mais dans le projet TAM, qui démarre maintenant, on a vraiment, donc c'est partie d'un grand programme européen
Et donc, on a aussi un axe sud-sud, on va l'appeler, même si voilà, c'est peut-être pas toujours la bonne terminologie, mais un axe en tout cas entre le Maroc et la Tunisie, avec une volonté d'échange entre les trois pays de manière, on va dire, triangulaire. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, au niveau des acteurs impliqués, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est intéressant de voir la diversité d'acteurs avec lesquels on a travaillé. Ici, c'est le projet PALIM spécifiquement. Donc les acteurs tunisiens ne s'y retrouvent pas encore, le projet tunisien commençant à peine. Donc pour le projet marocain-belge, PALIM, en haut, en jaune, on retrouve les acteurs, disons, contractuels. Donc Enabel qui met en œuvre le projet de façon formelle, sous forme contractuelle avec ICMPD, mais sous financement donc, européen, avec en effet les Mobility Partnership Facility qui ont été exprimés, voilà, des projets pilotes, Samy en a parlé, pour développer des voies de migration légales. En rouge, les autorités des pays concernés, donc les autorités nationales, fédérales, régionales, tous les HAL sont de la partie. Et en mauve, au centre du processus, on retrouve les agences de l'emploi. Voilà, en tant qu'agence publique, nous aussi, on considère qu'il est essentiel que les agences de l'emploi s'approprient ce processus. Donc l'ANAPEC au niveau marocain et le VDAB au niveau belge, avec d'autres collaborations avec les autres régions belges. En bleu, on retrouve évidemment le principal acteur, disons, bénéficiaire aussi de ce système, de cette approche, qui sont les entreprises. Entreprises au niveau, donc fédération d'entreprises et entreprises dans les trois pays. Et en vert, donc des acteurs transversaux, dont ceux qui ont été chargés de la recherche-action. Alors, comme Samy le disait, effectivement, les acteurs, les partenaires sociaux, comme vous le voyez ou vous ne voyez pas, ne se trouvent pas ici comme partenaires, disons, officiels ou directs du projet. PALIM en tout cas, ça n'a pas pu être monté en tout cas dans le cadre de ce projet-là. Par contre, dans le cadre du TAM, nous sommes plus couverts et intéressés à développer des partenariats davantage avec les partenaires sociaux et les syndicats. Donc voilà, toutes les mains sont les bienvenues, on les serrera avec plaisir physiquement ou virtuellement. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes déjà en contact, d'ailleurs Samy, je pense, vous avez rencontré l'équipe au Maroc. Voilà, slide suivante s'il vous plaît. Au niveau du Global Skills Partnership, on rencontre, c'est un peu un atomium multicolore. Donc, en haut, en fait, c'est vraiment toutes les différentes composantes de ce modèle et nécessaires à mettre en place avant de le démarrer. Donc, on rencontre en orange les pénuries, les besoins qui sont essentiels à bien identifier, à partager, évidemment, qui doivent exister, ces pénuries et ces besoins partagés, et les services publics qu'on veut toujours placer, nous, au centre de cette approche. En gris, et bien sûr, c'est important, la volonté politique. Ce n'est pas toujours évident. Dans le contexte actuel, elle est fluctuante, mais on sent en tout cas qu'il y a vraiment du potentiel encore, malgré la pandémie aussi, de développer davantage encore ces voies de migration économique. Bien sûr, qui implique des dimensions très particulières de développement, comme on l'a vu aussi, avec une volonté vraiment de s'intéresser à un public, disons, fragilisé, ou moyennement fragilisé, disons, au Maroc, une dimension de mobilité, de migration et une dimension économie qui fait évidemment qu'on touche à plusieurs domaines au niveau des politiques qui doivent pouvoir se mettre d'accord et évidemment avec différents niveaux de pouvoir aussi particulièrement complexes en Belgique. Au niveau des talents, en jaune, voilà, on cherche à évidemment développer les compétences de ces talents via des formations ciblées, formations intensives dans les pays d'origine, des formations avec une valeur ajoutée. C'est une formation qui veut mettre à l'emploi et évidemment pas former pour former. Les talents, en l'occurrence du PALIM, avaient déjà une formation de base solide. Donc l'idée, c'était de vraiment les mettre à l'emploi. Les employeurs impliqués sont évidemment essentiels, les employeurs, les fédérations. Alors, d'une façon ou d'une autre, évidemment, il faut éviter tous les écueils qu'on peut avoir avec les employeurs. Et voilà, tous les conseils sont bons à prendre, certainement pour le TAM, pour pouvoir en faire un succès vraiment partagé encore plus largement. En vert, les centres de formation doivent pouvoir exister aussi dans les pays d'origine, donc que ce soit des centres publics ou des centres privés. Dans le cadre du PALIM, par exemple,
La formation qu'on a mise sur pied, designée avec les partenaires belges et les partenaires marocains, n'existait pas en tant que telle. On l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé au sein des structures classiques de formation au Maroc. Et donc, on a lancé un marché qui a été attribué donc, à une agence privée, un bureau privé de formation marocain. Elles sont intensives, elles sont particulières avec des éléments techniques. Donc, ici, c'était de l'IT, des éléments soft essentiels aussi pour des personnes qui parfois n'ont jamais travaillé en entreprise et des éléments linguistiques également qui sous-tendaient un peu tout le processus. Également des aspects intégration aussi sur la vie en Belgique avant même de pouvoir que les talents puissent choisir d'eux-mêmes si cette voie les intéresse ou pas finalement. Alors en orange, donc, les partenariats publics-privés sont bien sûr, comme vous l'avez compris, au centre. On a choisi dans le cadre du PALIM et dans le cadre du TAM de fonctionner avec une mise en œuvre conjointe, c'est-à-dire qu'on élabore les rapports ensemble, on décide des choix opérationnels, des activités, des choix stratégiques ensemble dans un esprit vraiment de transparence entre acteurs publics et privés. Ça, c'est une chose, mais aussi interpays, international. Et en dernier élément sur lequel Salima reviendra aussi, donc la recherche-action, voilà, avec une modalité un peu learning by doing, parce que ce type de modèle, en tout cas, n'avait jamais été testé en Europe. Il vient des États-Unis où il a été plus largement testé, mais donc c'est la première fois qu'il y a une initiative de ce type-là qui se fait. On a besoin évidemment de capitaliser, de chercher à mieux comprendre voilà, comment on peut l'améliorer et le rendre plus large. Je vais maintenant rendre le micro, si je ne me trompe pas, à Salima pour la prochaine élément où on va présenter les différents schémas de mobilité présents au Maroc actuellement. Merci. OK. Merci Greg. Le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, ce que je pouvais dire également, c'est que par rapport à ce projet PALIM, cette approche du partenariat mondial pour les compétences qui a été explorée dans le cadre de PALIM et dans TAM, présente beaucoup d'avantages. C'est un partenariat d'abord gagnant-gagnant qui prend en compte la pénurie existante dans le pays d'origine à travers l'identification d'un secteur en tension commun aux deux pays. C'est un modèle qui implique les employeurs des deux pays, qui permet le renforcement des compétences techniques et linguistiques en pays d'origine, avec un recrutement direct à l'issue de la formation en pays d'origine. En dehors de ce modèle qui a été mis en œuvre, l'ANAPEC a pu mettre en œuvre plusieurs autres schémas de mobilité entre le Maroc et certains pays. Le plus ancien est certainement le modèle relatif à la migration circulaire qui existe entre le Maroc et l'Espagne et le Maroc et la France, dans le cadre d'accords de main-d'œuvre. Concernant l'Espagne, c'est l'accord bilatéral en matière de travail signé à Madrid le 25 juillet 2001 qui est le principal instrument juridique en matière de coopération de main-d'œuvre entre l'Espagne et le Maroc. Alors, il s'agit d'offres d'emploi saisonniers de 3-6 mois, même 9 mois dans certaines régions, dans la province de Huelva ou d'Almeria. Les ouvriers sont recrutés pour la cueillette des fruits rouges entre les mois de février et le mois de juin et retournent dans leur pays d'origine à la fin de la saison. Des ouvriers également sont recrutés, des ouvriers agricoles saisonniers sont également recrutés dans des entreprises françaises à partir du Maroc, à travers l'Office français de l'immigration, qui est l'OFII, et dans le cadre de l'accord de main-d'œuvre franco-marocain selon le même modèle. Et ce schéma permet de répondre à une pénurie de main-d'œuvre saisonnière en Espagne et en France, à partir de profils qui sont tout à fait disponibles sur le marché de l'emploi marocain. Voilà. Le prochain slide, s'il vous plaît. Il y a également le modèle qui a été mis en œuvre dans le cadre de la coopération avec la GIZ, avec un financement du fonds de transition. Donc, c'est le projet Amélioration de l'accès aux opportunités d'emploi pour la jeunesse marocaine. C'est un projet pilote qui a été lancé en juillet 2016 et qui a été financé par un don du fonds de transition pour la région MENA, administré par la Banque mondiale. Et l'ANAPEC a assuré la mise en œuvre de ce projet avec l'appui technique de la GIZ.
L'implémentation du projet a été réalisée en étroite coopération triangulaire entre la GIZ, la Fédération des entreprises de restauration et d'hôtellerie allemand et l'ANAPEC. Les participants ont bénéficié d'une préparation linguistique au Maroc, suivie d'une formation technique en Allemagne, et 108 candidats sont partis en Allemagne avec un contrat de formation pour une formation en alternance de 3 ans. À l'issue de ces 3 ans, donc en juin 2020, donc en juin dernier, et selon l'enquête qui a été menée par la GIZ auprès des bénéficiaires, 79% des candidats ont obtenu leur diplôme de formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et 14% devront repasser l'examen en juin 2021. Voilà, c'est une formation qui a été, la formation linguistique a été une formation à temps plein de 6 mois, accompagnée d'ateliers de préparation. Et 60 entreprises ont participé au projet. Voilà. 59% des candidats ont été recrutés à l'issue de la formation par les entreprises formatrices. 26% ont été recrutés par d'autres entreprises du secteur, mais ce ne sont pas les entreprises formatrices. 12% sont actuellement à la recherche d'un emploi et 3% ne se sont pas encore prononcés. Prochain slide, un autre modèle a été mis en œuvre, donc avec la mise en place d'un établissement de formation dédié au métier de la santé, pour former des infirmiers destinés au marché de l'emploi, destinés au secteur de la santé aux Émirats arabes unis, avec une formation de mise à niveau de 18 mois en anglais, avec les participants ont bénéficié d'une bourse et à l'issue de la formation ont bénéficié d'un contrat de travail de 5 ans. De manière beaucoup plus classique, le partenariat avec le Canada s'est renforcé au cours de ces dernières années avec un soutien de l'ambassade du Canada au Maroc et le bureau du Québec. Plusieurs actions ont été entreprises afin de renforcer le positionnement de l'ANAPEC et du Maroc sur ce nouveau marché particulièrement dynamique. Donc, à travers des salons de recrutement virtuels, la participation aux missions de recrutement mondiales en ligne qui sont organisées par notamment Québec International, l'organisation de journées de recrutement au Maroc, la collaboration avec des recruteurs agréés par les autorités canadiennes, le traitement d'offres d'emploi transmises par l'ambassade du Canada et le bureau du Québec, l'implication de l'ANAPEC dans toutes les actions relatives à la promotion de l'emploi au Canada, participation également au Forum Destination Canada et collaboration avec les sociétés économiques. Voilà, donc ça c'est de manière beaucoup plus classique, mais nous sommes en train de sensibiliser la partie canadienne sur de nouvelles approches pour lesquelles un intérêt important a été manifesté de la part des autorités canadiennes. Alors, le succès de ces schémas de mobilité repose essentiellement sur une mise en œuvre conjointe de ces schémas, avec un développement de partenariats publics-privés solides et l'implication des entreprises dès le départ. L'importance également de développer un vivier de talents dans les pays d'origine, une implication des pays d'accueil de façon innovante, en utilisant des canaux de formation innovants, telles que la formation à distance, l'importance de la composante recherche-action qui nous permet toujours de bénéficier, disons, quand on utilise cette formation, cette recherche-action, on a un retour par rapport à l'expérience et ça nous permet d'apporter les ajustements nécessaires au schéma de mobilité, tirer les leçons de ces schémas de mobilité. Voilà. Donc, la migration légale, sûre et ordonnée peut se faire à travers ce type de partenariat gagnant entre pays d'origine et de destination, à la lumière des leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents schémas de mobilité. Et cette migration concertée entre le milieu productif des pays du Nord et celui des pays du Sud permettrait de doter les économies des pays du Nord d'une main-d'œuvre qualifiée sans léser les économies des pays du Sud. Voilà. Et je vous remercie.
Je repasse la main à Grégoire. Merci beaucoup Salima. Juste, on a une petite vidéo d'1 minute. Juste avant, je voudrais juste encore préciser et faire le lien avec les premières présentations. Pour nous, il n'y a pas de priorité à attribuer à la régularisation ou le développement des voies de migration légale. Pour nous, ces deux éléments doivent vraiment fonctionner en parallèle. Il n'y a pas de priorité à établir par rapport à l'une et l'autre. Les deux voies sont essentielles à établir. Hein. Donc, on ne vient pas perturber tous les efforts qui sont faits en matière de régularisation qui sont absolument essentiels également. Mais voilà, donc on a eu la chance d'avoir la visite de la commissaire européenne au sein des projets donc PALIM et TAM, qui est vraiment venue visiter un centre de l'ANAPEC en décembre, et donc qui a pu conclure. C'est une petite minute de vidéo pour conclure la présentation. Je laisse les collègues en charge au niveau technique de la lancer. Merci beaucoup. This is really impressive. This is the future. We need migration in the European Union, and we need to manage migration together with such an important partner as Morocco is. So I think we are funding this project. It's a small project, but I think this is the future. So this is the kind of cooperation that we should upscale, giving the opportunity for young people to develop the skills that they can use it both on the Moroccan labor market and on the European labor market. So it was for me very warm-heartening to listening to these young people with a lot of ambition. And I have a background myself. I'm a mathematician. I worked in the ICT sector, and I'm also a former minister of labor. So I'm very familiar with all this that they are talking about. And I think this is an excellent project that we should try to make in a bigger scale. Merci beaucoup, Salima et Grégoire. J'aurais dû dire un duo, sinon un trio. Merci d'avoir partagé avec nous cette présentation. Il nous reste un petit peu de temps pour répondre aux questions des participants. Pour cela, j'aimerais donner la parole à ma collègue Cécile. Si elle Bonjour. Alors, il y a eu quelques questions, quelques commentaires, mais pas énormément. Alors, les commentaires concernaient le projet qui a été présenté en Suisse, et c'était notamment des commentaires de la CSC Belgique qui disaient que le cas suisse était un modèle pour nous en Belgique, d'autant plus que le système politique ressemble énormément au système belge, avec des cantons, des régions, des provinces, voilà, tout un découplage, en tout cas un découplement de différents espaces, différentes compétences politiques. Et c'est pour ça que, en tout cas, la CSC avait désiré vraiment présenter ce projet comme inspirant, en tout cas pour le cas de la Belgique. Il y a eu aussi des commentaires concernant la présentation qui a été faite par M. Bilango en Italie, où on notait que 300 000 travailleurs saisonniers qui devaient venir normalement en Italie pour le marché agroalimentaire ont été cependant stoppés par la pandémie. Et enfin, sur le projet en Italie, il y avait 3 questions. Alors, ces questions, elles sont donc adressées à M. Bilango. C'était, la première est, est-ce qu'on peut régulariser que sur base des besoins du marché? La deuxième, est-ce que la GIL défend l'abolition des décrets sécurité de Salvini? Et enfin, la troisième, est-ce qu'il faut abolir la loi Bossi-Fini qui lie le titre de séjour au contrat de travail? Donc, 3 questions adressées à M. Bilango. Il y a aussi des commentaires qui ont circulé pour remercier vraiment les panélistes pour leur intervention, et aussi des commentaires qui touchaient à la valorisation de la migration comme levier de développement et réciproquement. Jean-René, est-ce que tu voulais réagir? Bah, oui, alors 300 000 travailleurs, je vous remercie pour les questions, pour l'intérêt aussi. Alors, je vais essayer de me souvenir de ces questions-là. 300 000 travailleurs saisonniers qui auraient dû venir en Italie pour le marché du travail agroalimentaire ont été stoppés par la pandémie. Ben, ce sont pour la plupart des travailleurs européens, il faut le dire. Ce sont pour la plupart des travailleurs européens, donc ils sont partis
chez eux. Et puis, la pandémie s'est déclenchée aussi dans ces pays d'origine-là, Bulgarie, Roumanie, etc. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire semblant peut-être que les non-européens ne sont pas là. Non, à ce moment-là, il faut intervenir, il faut régulariser. C'est exactement ce que nous avons fait. Est-ce qu'on peut régulariser sur la base des exigences du marché du travail? Non, disons que je pense que nous devons être un peu concret et pragmatique, non? Il y a les idéaux d'un côté, et puis il y a le monde réel de l'autre côté, non? Le monde, l'idéal, nous avons été le premier à l'exprimer en disant que la loi dit qu'en cas de pandémie, il faut reconnaître le titre de séjour à tout le monde. Et puis, le concret veut que les politiques disent que ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas le faire parce que nous allons perdre des élections. Alors, à ce moment-là, il faut trouver comment dire, il faut médier, et la médiation a produit ce qu'elle a produit. Vous savez, les instances politiques ont leur schéma de raisonnement qui échappe parfois au commun des mortels, et alors on finit par s'y soumettre. On n'a pas de choix. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. On n'a pas le choix. C'était, si vous me permettez de le dire, c'était pas simple, mais nous avons obtenu de toute façon un résultat. Est-ce qu'il faut abolir la loi Bossi-Fini, la loi qui gouverne l'immigration en Italie? Oui, il faut l'abolir. Elle est fatale, elle est désuète, elle est anachronique. C'est une loi inutile, une loi qui a été produite en son temps. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux acteurs dans le marché du travail. Parlons simplement des riders, non? Les riders, personne ne peut me dire si le rider X ou Y sera à mesure dans 6 mois d'avoir la même capacité productive que celle d'aujourd'hui. Alors, de l'autre côté, nous avons une loi très vieille, une loi qui dit que le permis de séjour, la durée du permis de séjour est liée à la durée du contrat de travail. C'est une approche utilitaire, je m'en rends compte. Et alors, justement, nous disons que la loi, nous devons aller au-delà de cette loi-là et la contextualiser à la circonstance courante. Enfin, les décrets Salvini, c'est comment je peux dire, on dirait que c'est l'invocation de la nuit des longs couteaux. En Italie, c'est facho, c'est xénophobe, c'est inacceptable. On ne peut pas penser à une Europe qui ait tendance à broyer des gens de cette façon-là. Non, simplement pour des simples voies électorales. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, nous avons combattu, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire. Eh bien, les lois de Salvini, les ordonnances de Salvini ont été incinérées. Nous avons pu les faire incinérer. Elles n'existent plus. Merci, Jean-René. Il n'y avait plus d'autres questions, Cécile? Non. Non, peut-être un commentaire de M. Horner sur la transposition du modèle Papyrus en Belgique. Je ne sais pas. Oui, volontiers. On a un peu discuté avec Eva hier. Et effectivement, il y a des points communs en termes d'organisation politique, de territoire. Et puis, on a eu le plaisir d'être invité avec la pandémie prendra fin pour aller remonter nos homologues belges. Et on s'en réjouit d'avance pour partager nos expériences. Pas d'autres questions, mais peut-être des échanges possibles entre panélistes, vu que des mêmes régions ont été abordées avec des approches différentes. Sinon, je te rends la parole, Tom. Ok. Samy, quand même. Samy? Oui, donc merci à tout le monde pour les interventions et l'échange. Juste comme la thématique de notre atelier porte sur les canaux de migration légale, je pense que c'est important de souligner l'existence de bonnes pratiques au niveau du BIT sur les accords de main-d'œuvre et qui reste une référence et dans lequel nous devons nous inscrire pour garantir les droits des travailleurs. Ensuite, comme c'est apparu dans les interventions, pour le moment, les syndicats ont du mal à être partie prenante dans ces accords de main-d'œuvre. Donc, la question qui va se poser, c'est tout va bien tant qu'il n'y a pas de problème. Donc, en termes de recours, lorsqu'il y a un conflit avec l'employeur, comment ça se passe si les syndicats ne sont pas là pour encadrer et accompagner les travailleurs? Donc,
puisqu'on a parlé du cas marocain, s'il n'y a pas un minimum de coordination, de coopération entre les syndicats marocains et les syndicats belges dans ce processus, dans cette trajectoire migratoire, comment les conflits sont-ils régulés et solutionnés? Donc ça, c'est une question qui se pose. Et aussi, qui va exiger, dans le cadre de la négociation de ces accords, qui va exiger que les syndicats soient là? Généralement, ça ne viendra pas des pays du Sud, qui ne profitent pas d'un rapport de force ou de conditions à l'échelle de la société pour que les syndicats soient réellement partie prenante. Donc, la question que je lance, c'est est-ce que dans le cadre de ces accords, les partenaires européens n'ont-ils pas le devoir moral et aussi en termes de bonne gouvernance, la nécessité pas d'imposer, mais d'encourager fortement la participation des syndicats dans ces processus-là. Donc, je pense qu'il y a aussi cette responsabilité par rapport à cette mise en place de ces canaux de migration légale, par rapport aux besoins des pays européens. Et pour que ça se fasse, la difficulté, c'est que aussi les syndicats européens l'exigent de leur côté. Donc, c'est important qu'il y ait une prise de conscience de part et d'autre, des différents acteurs, des différents profils d'acteurs, pour qu'ils se réunissent et qu'on trouve réellement, qu'on aborde les questions d'une manière transversale et définitive, durable en quelque sorte. Donc voilà, je voulais juste apporter ces quelques éléments à la discussion. En formation. Merci, Samy. Tu peux intervenir alors? Oui, Fortuna, mais très brièvement, parce qu'on va clôturer. Oui. Oui, justement, c'est pour remercier d'abord les organisateurs et enfin Thierry pour le modèle suisse qui vraiment nous tire vraiment à cœur que voilà, il peut toujours continuer avec de telles conférences et pourquoi pas avec des politiques, parce qu'avec la société civile, ça va, nous discutons ensemble. Mais si c'est à ce niveau, il peut aller au-delà de la société civile, contacter aussi les politiques pour que la Belgique puisse s'inspirer aussi de ces modèles. Parce que ça a eu quand même une réussite. Ça pourra aussi avoir la réussite au niveau de la Belgique. Parce qu'à chaque fois que nous intervenons au niveau des politiques, nous faisons toujours allusion à ces modèles suisses qui apportaient quand même ses fruits. Voilà. C'est clair. Merci Fortuna. Je crains qu'on est arrivé au moment de se dire au revoir. Il est 20h31. Merci à toutes et tous, en tout cas, pour ces dernières questions, vos réponses et vos réflexions complémentaires. Je pense que nous pouvons convenir qu'ils nous ont proposé de nombreuses idées ce soir sur lesquelles réfléchir encore davantage. Sur cette note, je veux conclure. Dans les jours suivants, nous essayerons de résumer certains des messages clés que nous avons entendus et aujourd'hui, mais aussi hier. Et nous les partagerons avec les autres participants des autres ateliers qui sont organisés au sein du Forum social. Nous espérons que cela contribuera finalement à une sorte d'analyse complète et qui pourra compléter certains messages politiques prévus qui sortiront de ce forum. Permettez-moi de vous remercier tous et toutes les intervenants, vous aussi, les participants et les interprètes qui doivent être crevés après 2 heures de traduction. Merci beaucoup. Merci aussi à mes co-animateurs et co-organisateurs. Merci d'avoir pris du temps pour cet événement un vendredi soir. Et je vous souhaite sur ce un très bon week-end. Bonne soirée et merci.